Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier la conversion analogique vers numérique, ou vers digital si vous voulez le dire en anglais. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir que dans toute caméra, vous avez un convertisseur analogique vers numérique. Tout simplement parce que l'image que vous allez capter est analogique. Le monde qui vous entoure n'est pas fait de 1 et de 0, c'est une image analogique. Analogique veut dire qui suit fidèlement la grandeur qu'il représente. Donc si on se remémore un signal de luminance sur un waveform, eh bien si vous avez du noir, vous montez vers un gris, vous redescendez vers un gris foncé, vous remontez vers du blanc. Autrement dit, votre tension suit fidèlement la grandeur qu'elle représente. Donc dans ce cas, la lumière. Donc, votre image analogique va être captée par un CMOS ou un CCD, qui lui est un appareil numérique, un dispositif numérique, mais l'image électrique qui va en ressortir sera analogique. À partir de là, nous aurons une conversion analogique vers numérique. Donc le signal analogique est celui qui représente le plus fidèlement les variations d'un phénomène physiologique. Problème, le bruit, qu'on appelle aussi souffle et parasite. Donc si actuellement il paraît totalement évident qu'une image soit numérique, qu'on puisse la monter sur ordinateur ou ce genre de choses, ça n'était pas du tout le cas dans les années 80-90. Lorsqu'on est passé d'analogique au numérique, le but n'était pas de faire du montage sur ordinateur, monté sur des machines avec des cassettes. Non, le problème était que lorsqu'on recopiait une cassette sur une autre, on rajoutait, à cause du système d'enregistrement, un souffle, un parasite, qui se superpose au signal lors de l'enregistrement ou de la diffusion. Et plus vous copiez, plus vous allez rajouter du souffle et plus vous allez détériorer. Donc le bruit est quantifié par le rapport entre l'amplitude maximale du signal d'origine, donc le signal que vous voulez enregistrer, et celle du bruit qu'il y est ajouté, ce qu'on appelle le rapport signal-bruit en dB, décibels. Et donc le rapport signal-bruit en VHS était de 40 dB, qui était quand même pas terrible. En Betacam SP, qui était le meilleur système analogique, 60 dB. Donc le rapport signal-bruit, c'est 20 fois le log du V2, qui est donc le signal d'origine maximum, sur le V1 maximum, donc le voltage 1 maximum, qui est le souffle qu'on lui rajoute. Donc si vous aviez un signal tel que celui-ci, donc amplitude maximum maximum, le 0, le temps en horizontal, bien, si ceci était le signal d'origine, le A, le B est le souffle qu'on va lui rajouter. Le problème, c'est que si vous rajoutez un souffle et que vous refaites une copie, il rajoute du souffle, et ainsi de suite au fur et à mesure de la copie, jusqu'au moment où en fait votre copie devient illisible. Et donc on pouvait en composite copier 3 fois. Donc un original qu'on recopie, en composite. Le composite était plus facilement détériorable à cause de sa sous-porteuse à 4,43 MHz. Or, le souffle que vous rajoutez est un signal haute fréquence. Donc il va d'abord attaquer les hautes fréquences et la couleur. En composant, on pouvait monter à 6 générations. Donc pour rappel, le composant n'a pas de 4,43 MHz. C'est ce qui est expliqué ici. Donc en première génération, le bruit n'est pas très gênant. Le problème est qu'il s'accumule au fil des générations, donc au fil des copies. En effet, lors de la copie d'un signal soufflé, il est impossible de distinguer ce qui est signal original et ce qui est souffle, puisque le signal analogique par définition est totalement imprévisible. On ne sait pas dire si ce qui suit est du souffle ou le signal original. Donc on ne sait pas nettoyer le signal. Ça, c'est la principale raison du passage au numérique. C'est qu'un signal numérique est fait de deux niveaux, 0 et 1, et donc il est prévisible.
on sait qu'après un 0, on aura forcément un 0 ou un 1, et après un 1, forcément un 1 ou un 0. Pas d'état intermédiaire. Donc signal prévisible, voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Ce qui veut dire que le signal peut être régénéré à chaque copie. Élimination du souffle. Donc si le signal se rapproche plus de 1, il sera remis à 1. S'il se rapproche plus de 0, il sera remis à 0. Ce qui autorise un grand nombre de traitements sans perte. Donc je reprécise que les capteurs CCD ou CMOS d'une caméra sont des dispositifs numériques traitant des signaux analogiques. Voici ce que ça donne. Donc vous avez un signal numérique qui à l'époque était copié sur cassette, n'oublions pas, donc qui induisait du souffle, du bruit, du parasite, tout ce que vous voulez. Et donc si votre 1 ici est soufflé, on sait de toute façon que tout ce qui est entre ce niveau et ce niveau est un 1. Et donc on peut le régénérer à 1. Et on sait que tout ce qui est entre ce niveau et ce niveau est un 0. Et donc on peut le régénérer à 0. À chaque copie, le signal est nettoyé et vous récupérez le signal d'origine. Sauf dans ce cas-ci, par exemple, vous avez du souffle trop important et ce bit qui était à 0 passe à 1. Bon, en pratique, ça n'arrive jamais. Pour passer d'analogique en numérique, vous avez deux grandes étapes. L'échantillonnage qui est la première, la quantification qui est la deuxième. On prélève ponctuellement l'amplitude du signal analogique et on garde cette amplitude jusqu'à l'échantillon suivant. Vous avez donc en A ici votre signal analogique, amplitude par rapport au temps. Première étape, échantillonnage. On va découper la base de temps et à chaque intervalle, prendre la valeur analogique, la garder jusqu'à l'échantillon suivant. À l'échantillon suivant, on reprend une valeur que l'on garde jusqu'à l'échantillon suivant. On va donc découper votre signal en petits bâtonnets. Ça n'est toujours pas du numérique, puisque les valeurs que vous trouvez ne sont pas des 1 et des 0, ce sont des valeurs qui dépendent du signal analogique. La même chose ici, donc vous découpez en petits bâtonnets. Vous avez TE qui est la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage est égale à 1 sur TE. Logique. Il y a une loi qui permet de déterminer quelle fréquence il faut adopter. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Dire si je reviens sur ce signal, on s'aperçoit très vite que plus mes intervalles seront petits, plus je serai fidèle au signal original. D'où la loi de Shannon-Nyquist, SN. La fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale à échantillonner. Donc votre fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale à échantillonner. Dans le cas d'un signal vidéo, la fréquence maximale à échantillonner, c'est la bande passante du signal vidéo. Donc c'est 6,5 MHz. 6,5 fois 2, 13 MHz. Donc 13 MHz sera la fréquence minimale pour un échantillonnage. Pourquoi? C'est très simple à comprendre en fait. Si vous échantillonnez ce signal à cette période un peu large, vous apercevez que par exemple, une fréquence élevée que vous aurez ici passe à travers les mailles. Vous avez un échantillon là et un autre là. Autrement dit, votre signal va devenir ceci. Par contre, si vous prenez au moins un pas intermédiaire, vous récupérez le signal d'origine. Vous serez plus fidèle au signal d'origine. Donc la fréquence d'échantillonnage doit tenir compte de la bande passante du signal vidéo qui est théoriquement de 6,5 MHz, ce qui donne une fréquence d'échantillonnage de 13 MHz minimum. En SD, je précise, la fréquence d'échantillonnage en HD est de 74, quelque chose MHz.
En outre, il est souhaitable que cette norme tienne compte des différents systèmes analogiques existants, PAL, NTSC, plus toutes les sous-catégories. Fréquence ligne est de 625 lignes en et de 15 625 Hz fréquence ligne. Fréquence ligne en 525, donc système USA, est de 15 734. On s'est mis d'accord sur une fréquence de 13,5 MHz pour l'échantillonnage. 13,5, c'est 864 fois le système à 625 lignes. C'est 858 fois le système à 525 lignes. Et nous sommes d'accord avec la loi de Shannon-Nyquist qui dit donc que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximum enregistrée. Une chose très importante à savoir, la numérisation, tout signal numérique actuel, donc tout signal digital si vous préférez, est du composant digital. Toujours du composant. Donc là, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai commencé à vous expliquer tout le signal analogique. Comment vous expliquer le numérique si vous ne savez pas ce qu'est le composant. Donc, tout signal numérique, c'est du composant. Y, R-Y, B-Y. Il n'y a plus à l'heure actuelle de composite numérique. Ça a existé, ça n'existe plus. Donc, toujours du composant. Donc, ça veut dire qu'il y a, chaque fois, 3 convertisseurs analogiques vers numérique. Un pour Y, un pour R-Y, un pour B-Y. Et les signaux de chrominance, R-Y et B-Y, sont en général échantillonnés à une fréquence plus faible. Donc c'est toujours le même problème. Votre œil est moins sensible aux détails colorés qu'aux détails noir et blanc. Donc on peut se contenter d'un signal coloré de basse fréquence, donc de plus faible échantillonnage, et d'un très bon échantillonnage en luminance, Y. Et donc les signaux de combinance sont en général échantillonnés à 6,75 MHz, c'est-à-dire la moitié de 13,5 MHz. C'est une norme qu'on a appelée 4-2-2. Quand une machine est 4-2-2, ça veut dire qu'elle est professionnelle. Donc 4 est le double de 2, donc ce premier 4 représente Y, ce 2 représente R-Y et B-Y. 4-2-2 exprime le rapport entre la fréquence d'échantillonnage de la luminance et les fréquences d'échantillonnage des chrominances. Vous allez dire, on aurait très bien pu écrire 2-1-1, ce qui est vrai. En fait, le 4 remonte au début des travaux de numérisation, lorsque l'on envisageait de numériser du composite. Ça a existé. Ça s'appelait un D2 à l'époque. La fréquence d'échantillonnage était de 17,7 mégas, soit 4 fois la fréquence de la sous-porteuse couleur. Le système a été abandonné, mais le nom est resté. Donc la norme 422, c'est du composant numérique professionnel. Il y a d'autres normes, moins professionnelles. Donc 422, luminance échantillonnée à 13,5 mégas, les composantes de chrominance à 6,75. Donc par exemple, une machine comme le Betacam digital fonctionnait de cette façon. Donc si on voit sur schéma, ça donne quoi? Si on représente des lignes TV, ligne 1, ligne 2, à chaque échantillon, on prend la luminance. Un échantillon sur 2, on prend R-Y et B-Y. Ligne 2, à chaque échantillon, on prend Y. Ligne suivante, un échantillon sur 2, R-Y, B-Y. Vous avez aussi le 422-4. C'est un 422 incluant un signal de découpe échantillonné à 13,5 mégas. Le signal de découpe, c'est ce qu'on appelle aussi la couche alpha. C'est ce qui permet d'incruster dans une vidéo. Donc si vous voulez incruster quelque chose qui sort d'une palette graphique, genre les dinosaures de Spielberg, eh bien vous rajoutez à ce signal 422 un signal de découpe qui est lui-même échantillonné à 13,5 mégas.
plus votre signal de découpe est échantillonné à une fréquence élevée, plus la découpe sera précise. Ensuite, vous avez le 4-1-1. Facile à comprendre en fait. La luminance est toujours à 13,5 mégas, mais les composantes de chrominance sont échantillonnées à 3,375 mégas, donc un quart de l'échantillonnage de la luminance. DVC Pro 25 fonctionne de cette façon. Et ici. Donc, 4-1-1, vous avez quoi? À chaque échantillon, on prend la luminance. Et ensuite, on prend la chrominance R-Y, B-Y, un échantillon sur 4. Donc vous avez nettement moins de précision dans la colorimétrie qu'en 4-2-2. Ligne suivante, même chose. Chaque échantillon, on prend la luminance. Un échantillon sur 4, on prend R-Y et B-Y. En fait, ce signal n'est pas du tout recommandé lorsque vous faites un green key, un blue key ou quelque chose du genre. Étant donné que vous n'avez de la chrominance qu'un échantillon sur 4, il va être impossible de faire une découpe précise sur votre personnage. Vous allez toujours avoir soit un peu de vert ou de bleu venant du green key qui va dépasser du personnage. Autre système, le 4-2-0. Là, c'est moins facile à comprendre étant donné que les chiffres ne reflètent pas ce rapport de fréquence. Ça veut dire que la luminance est échantillonnée à 13,5 mégas, ça ne bouge pas. La chrominance à 6,75 mégas, comme en 422, mais une ligne sur deux. Exemple, les DVD, les DV, les DVCAM. Donc vous avez ceci, ligne 1, la luminance à chaque échantillon, un échantillon sur deux sur une ligne, R-Y, 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 uniquement, à la ligne suivante, Y à chaque échantillon, un échantillon sur deux, B-Y, B-Y, B-Y. Il vous faut deux lignes pour refaire une chrominance. Marque une chose, c'est que aussi bien en 4-1-1 qu'en 4-2-0, au final, vous avez le même débit. Que vous preniez les deux échantillons de chrominance 1 point sur 4 à chaque ligne, ou que vous en preniez 1 sur deux lignes, le débit final sera exactement le même. En fait, ces deux types de signaux, à une exception près qui est vraiment le DVC Pro 25, 4.1 et 4.2.0 sont adaptés plutôt à des continents, je vais dire. 4.1 est plus adapté au secteur 60 Hz, donc on va dire les USA par exemple. Les USA, du fait du secteur 60 Hz, sur une image, vous avez 525 lignes. En Europe, avec le secteur 60 Hz, nous avons une image à 625 lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résolution verticale d'une image USA est moins bonne que la résolution verticale d'une image européenne. Si en plus de ça, vous détériorez en ne prenant un signal complet qu'une ligne sur deux, vous détériorez encore plus la résolution verticale. Donc dans ces pays, on va plutôt privilégier le 4.1.1. En Europe, on va plutôt privilégier le 4.2.0. La plupart des systèmes chez nous sont en 4.2.0. Je vous dis, il y a une exception, Panasonic avec ses DVC Pro, qui lui a opté pour le 4.1.1. Pourquoi? Je n'en sais rien. Autre type de signal que vous avez, l'ultra professionnel, le 4.4.4. Toutes les composantes échantillonnées à 13.5. 4.4.4.4. Même chose, mais avec un signal de découpe à 13,5 mégas. Une chose à savoir, c'est qu'en HD, en 4K, en 8K, on a gardé la même dénomination, bien que les fréquences d'échantillonnage soient différentes. Donc un 4.2.2 par exemple en HD veut dire que la luminance est échantillonnée au double de la chrominance,
bien que les fréquences en HD soient de 74 mégas pour la luminance. Le nom est resté. En 4K, le nom est resté aussi. Nous en arrivons à la deuxième étape, la quantification. Pour but de faire correspondre à chaque amplitude que nous avons trouvée après échantillonnage, un nombre entier exprimé en base 2. En base 2, donc en binaire, en 0 et un 1. N chiffres permettent de coder grand N qui est 2 exposant N. En fait, ceci est un exposant. Alors, le binaire, qu'est-ce donc? Le binaire se représente par des mots qu'on appelle un octet, que l'on appelle aussi un byte. En général, un octet, comme son nom l'indique, est composé de 8 bits. Chaque case est ce qu'on appelle un bit. Donc dans ce cas-ci, vous avez un mot de 8 bits. On commence à 0, on finit à 7. On aurait pu commencer à 1 et finir à 8. Chaque case située à la gauche de la précédente a une valeur double de celle qui est à sa droite. Donc cette case, la première, a une valeur de 1. Celle qui est à sa gauche a une valeur de 2. La suivante, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Pour convertir un chiffre décimal en binaire, on met juste des 1 dans les cases dont nous avons besoin et des 0 dans les autres. Donc, premier exemple simple, si je veux écrire la valeur 1 en binaire, j'écris 1 ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il est nécessaire d'écrire tous les zéros qui précèdent. Ce sont toujours des mots qui représentent un chiffre, donc des mots de 8 bits. Si je veux écrire le chiffre 3, 3 c'est 2 plus 1, donc 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si je veux écrire le chiffre qui est ici 138 en décimale, 138 c'est quoi? C'est 128 plus 8 plus 2. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Donc ça, c'est la façon d'écrire un chiffre décimal en binaire sur 8 bits. Constate une chose, c'est que le chiffre maximum que l'on peut représenter avec 8 bits, la seule façon, c'est de mettre des 1 dans toutes les cases. Si vous mettez des 1 dans toutes les cases, ça vous fait 255. En général, on dit que l'on peut représenter avec 8 bits 256 valeurs, simplement parce que le 0 n'est pas représenté ici. Donc, 255 plus la valeur du 0, ce qui vous fait 256 valeurs possibles. Dans cette étape, le signal analogique qui peut prendre une infinité de valeurs est converti en un signal constitué d'un nombre fini de valeurs numériques. C'est ce que je viens de dire. Donc, le signal analogique peut prendre n'importe quelle valeur à n'importe quel moment, donc une infinité de valeurs. Et si vous travaillez sur 8 bits à la conversion, vous passez d'une infinité de valeurs à 256 valeurs. C'est quand même nettement moins. Il y aura donc des erreurs d'arrondi par défaut ou par excès. Plusieurs valeurs proches peuvent correspondre finalement à une seule valeur en 8 bits. Ça, c'est le problème. Imaginez que vous avez 256 valeurs possibles et qu'au milieu de ces 256 valeurs, vous ayez deux valeurs proches en analogique. Eh bien, ces deux valeurs proches deviendront la même valeur. La précision du signal converti sera donc directement liée au nombre de valeurs disponibles. En fonction de la plage à quantifier, on définit une échelle constituée d'un nombre fini d'intervalles, qu'on appelle Q, des quantas. Pas de quantification ou échelon de quantification ou quantum. L'erreur de quantification ne dépasse jamais Q demi, ce qui est logique. Si vous êtes entre deux pas, vous serez soit plus proche de la première, soit plus proche de celle d'en dessous. Dans tous les cas, votre erreur sera égale à Q demi. La succession des erreurs engendre ce qu'on appelle le bruit de quantification.
Donc on va un peu retourner sur un schéma qui se trouve un peu plus en arrière, qui est ici. Donc, signal analogique, échantillonnage, on découpe en bâtonnets. Ensuite, quantification, c'est-à-dire que sur la valeur verticale, sur l'amplitude, que vous avez donc ici, on va déterminer des valeurs possibles. Si vous êtes en 8 bits, vous aurez ici 256 valeurs possibles. Si vous êtes en 10 bits, par contre, vous montez à 1024 valeurs possibles, ce qui est beaucoup plus. Donc le taux de quantification est quelque chose de très important dans un signal. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez ici toute une série de pas de quantification. Imaginons qu'on ait fait un échantillonnage plus rapproché. Vous avez une valeur ici, et vous auriez repris une valeur juste, je zoome, un poil plus haut. Donc ces deux valeurs se trouvaient toutes les deux dans le même pas de quantification. Bien, ces deux valeurs seraient toutes les deux ramenées à cette valeur 7 que vous avez ici. Donc vous perdez en nuances. Donc même chose à ce que vous avez ici, pour calculer en fait le bruit de quantification. Donc vous marquerez que cette valeur ne correspond pas à la valeur à chaque fois. Vous vous trouvez à chaque fois à côté. Donc on doit faire correspondre la valeur trouvée à une valeur possible, ce qui engendre ce bruit de quantification. Marquerez que si vous aviez un pas qui est là, l'autre qui se trouve ici, tout ceci en fait n'est pas capturé. À l'origine, la norme 422 spécifiait une quantification sur 8 bits des composantes de signal vidéo, ce qui permet de disposer de 256 niveaux possibles. Par la suite, pour les productions haut de gamme, la norme a évolué vers le 10 bits, ce qui permet 1024 niveaux. Actuellement, on peut monter à 12 bits, voire dans des cas extrêmes à 14 bits, ce qui vous fait des productions de très grande qualité. Le fait d'être en numérique permet tous des systèmes de correction d'erreurs ou de dilution d'erreurs. Si toute la chaîne de traitement vidéo fonctionnait idéalement, les signaux numériques peuvent être enregistrés tels quels. Malheureusement, des erreurs peuvent survenir, des erreurs de support, des mécanismes de magnétoscope, ça n'existe plus trop, des voies de transmission, ça peut arriver. En numérique, une erreur est soit une inversion de données, 1 devient 0, soit une absence de données. C'est plus souvent le cas en fait. Un des moyens de vérifier un signal est le bit de parité. Bit de parité est un bit que l'on rajoute à la fin du mot de 8 bits et qui sera au niveau 1 ou au niveau 0 suivant les besoins. Je m'explique. Votre mot de 8 bits est ici, commence ici. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. On rajoute le bit de parité. Le bit de parité doit faire en sorte que le nombre de bits à 1 dans le mot plus bit de parité soit pair. Donc dans ce cas-ci, vous aviez 1, 2, 3 bits à 1 dans le mot de 8 bits. Le bit de parité sera donc à 1. Dans le cas où vous auriez eu 4 bits à 1, le bit de parité aurait été à 0. Le but donc, c'est que le nombre de bits à 1 dans le mot plus bit de parité soit pair. Il y a deux types, parité paire, parité impaire. Ce que permet aussi le numérique, c'est l'entrelacement des données. C'est-à-dire que les données ne vont pas être envoyées les unes après les autres dans le sens d'affichage, mais seront mélangées au départ par un code et seront remises dans l'ordre à l'arrivée. Ce qui veut dire que s'il se produit une erreur à un moment, ça ne va pas affecter une image, mais ça va affecter plusieurs images. Vous me direz, c'est idiot. Non, parce qu'en fait, plutôt que de détériorer une grosse partie d'une image, on va détériorer de toute petite partie d'une suite d'images. Donc on va diluer l'erreur, ce sera moins visible. Donc la plupart des erreurs qui perturbent un signal numérique affectent en général plusieurs dizaines de bits consécutifs. On a donc inventé le principe de brassage de données. Le but est d'éloigner des données à l'origine consécutive, dans le but de disperser tout paquet d'erreurs.
Les erreurs deviennent donc plus petites et dispersées. Les données sont dispersées suivant un code connu du codeur et du décodeur. À la prochaine, petits amis!